Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce mardi 17 janvier. Le chef de l'État préside la seconde séance du Conseil des ministres de la nouvelle année 2017. Et concernant la semaine nationale de l'action sociale, la secrétaire d'État rencontre des bénéficiaires de la caisse d'épargne et de crédit de la capitale. Élément de réponse dans ce journal. Et Angela Merkel appelle à l'unité des pays européens face aux critiques de Donald Trump. Et bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé ce matin la seconde séance du Conseil des ministres de cette nouvelle année. Conseil qui a lieu en principe tous les mardis. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil dans un amendement de la loi sur le travail numéro 153 de l'année 2012 et qui institue une révision du tarif pour l'obtention du permis de travail pour les étrangers. Un projet de décret portant organisation de l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle a été également adopté. Un projet de loi portant organisation du ministère de la Femme a été également examiné. Une secrétaire générale a en outre été désignée pour le département des affaires sociales. Et enfin, le projet de décret instituant la création du Grand Prix du chef de l'État pour la promotion de la femme a été modifié. Vous allez suivre en détail le compte-rendu de ce Conseil des ministres fait par le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, dans nos prochaines éditions. Le porte-parole du gouvernement est également revenu sur les travaux du Conseil des ministres, notamment les communications faites par les membres du gouvernement sur leur mission à l'étranger. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, le Dr Yassine Hussein Bouh, a participé la semaine dernière à Abu Dhabi aux travaux de la 7e Assemblée générale de l'Agence internationale des énergies renouvelables, l'IRENA. Plus de 150 pays membres de l'IRENA ainsi que des instituts et des ONG admis en tant qu'organismes observateurs y en préparent. Ces assises, l'Agence internationale des énergies renouvelables soutiennent une fois par an le changement climatique, l'accès à l'énergie et les questions relatives au développement durable ont dominé les travaux. Le rapport d'activité, les dépenses engagées pour l'année écoulée et le budget prévisionnel pour 2017 ont été également examinés lors de cette rencontre. Aux côtés de ses pairs africains, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Dr Yassine Hussein Bouh, a préparé à une table ronde consacrée à l'économie alimentée par les énergies renouvelables qui avait pour thème innovation et transformation. Au cours de cette réunion, les ministres ont débattu de l'utilisation des nouvelles technologies et la mise en place d'un cadre permettant d'intégrer ces technologies aux énergies renouvelables. Eh bien, les décideurs politiques ont plaidé surtout pour la mise en place d'une solution leur permettant d'accéder aux énergétiques propres
pour améliorer bien sûr le bien-être social et s'assurer un développement respectueux du climat. Bien que l'Afrique ne soit pas un gros émetteur de gaz à effet de serre, ses besoins énergétiques vont croître en même temps que sa population, ce qui nécessitera le recours aux énergies renouvelables à moindre coût. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables a pour objectif d'encourager l'adoption et l'utilisation accrue et généralisée des énergies renouvelables dans la perspective d'un développement durable. Fondée en 2009, l'Agence pour les énergies renouvelables est une organisation intergouvernementale qui soutient les pays dans leur transition vers un futur énergétique propre et durable. Retour à Djibouti, je le disais en titre, dans le cadre de la semaine de sensibilisation sur le concours et l'apport des caisses populaires d'épargne et de crédit. La secrétaire d'État chargée des affaires sociales a organisé hier après-midi à l'Union nationale des femmes djiboutiennes une grande cérémonie destinée à récompenser des actions louables et gratifiantes des femmes qui ont agi pour promouvoir les CPEC, autrement dit les caisses populaires d'épargne et de crédit. Outre la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, en prit également part à cette cérémonie la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa Abdi, ainsi que les députées représentantes des femmes et qui remplissent un mandat au sein du Parlement. Cette cérémonie a permis de récompenser les responsables des CPEC qui ont travaillé d'arrache-pied pour la promotion et le développement de ces caisses conçues pour aider les plus vulnérables à s'en sortir. Des attestations reconnaissant le mérite de valeureuses pionnières qui dépensaient leurs énergies à promouvoir les microcrédits ont été remises. Cela symbolise aussi l'engagement du gouvernement à favoriser l'action des institutions financières islamiques qui ne se détournent pas des faibles, du moins nantis, et les aident à concrétiser leurs projets. Le secteur de la microfinance à Djibouti est en plein essor avec la mise en place de 3 grandes caisses, à savoir une à Djibouti avec 4 points de service situés à Balbala, Angela, Damedjog et Arta, mais aussi une caisse au sud du pays pour Ali Sebi et Dikil et une autre caisse au nord pour Tadjoura et Obok. La promotion des microcrédits est une initiative impulsée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a fait une priorité nationale. Dans le reste de l'actualité, les représentants des 21 pays riverains du bassin occidental de l'océan Indien et du golfe d'Aden, signataires du Code de conduite de Djibouti, se sont retrouvés cette semaine à Djeddah pour une réunion de haut niveau. Cette réunion intervient après celle de novembre dernier où les participants ont signé le Code de Djibouti et se sont accordés à élargir leur champ d'application pour protéger les eaux et annihiler la piraterie maritime. 21 pays d'Afrique de l'Est et australe, depuis l'Égypte à l'Afrique du Sud, les pays de la péninsule arabique et les États de l'océan Indien tels que le Madagascar, les Seychelles, Maurice, les îles Comores et les Maldives sont signataires de ce code. C'est grâce aux efforts conjugués de tous ces pays, la piraterie dans le golfe d'Aden et l'océan Indien occidental a pratiquement cessé. Aucune action de piraterie maritime n'a réussi ou a été recensée depuis plusieurs années. Mais d'autres délits en mer tels que les passages de migrants économiques d'un endroit à l'autre, la pêche illicite, les déversements d'hydrocarbures, l'acheminement d'armes dans des pays sous embargo sévissent encore. Les actions de lutte contre la piraterie ou de tout autre trafic sont appuyées par la communauté internationale. Un séminaire des points focaux de la police pour la force africaine en attente, le ASF, s'est tenu ce matin à l'hôtel Les Acacias. L'objectif principal de ce séminaire est de débattre sur l'organisation de la composante police de la force en attente de l'Afrique qui est appelée aussi EASF. Cette organisation de l'Union africaine contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens, notamment dans les domaines de la démocratisation de nos institutions étatiques, du respect des droits de l'homme et humanitaire de la lutte la misère et la désertification. Était présent à cet atelier le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi, ainsi différents membres de l'Est, des pays de l'Est africain, tels que le Soudan, le Kenya, la Somalie, le Burundi et le Rwanda.
À noter que ce n'est pas la première fois que ce genre de séminaire concernant les points focaux de la police se tient à Djibouti. C'est le second du genre et on va rappeler que ce séminaire va se poursuivre jusqu'au 19 janvier 2017. La région d'Ali Sebi a officiellement lancé hier la campagne de vaccination pour tous les enfants de moins de 5 ans. Cette campagne doit durer 2 jours et toucher toutes les localités et villages de la région d'Ali Sebi. L'objectif du ministre de la Santé, le Dr Jamal Meriki, est de vacciner tous les enfants de moins de 5 ans de cette région. Plusieurs équipes d'infirmiers et de techniciens de la santé se sont déployés dans le chef-lieu ainsi que dans les différents sous-préfectures de la région d'Ali Sebi. C'est à partir du quartier dit de Dialelo, de la ville d'Ali Sebi, qu'a démarré la campagne de vaccination. Ces opérations de vaccination ont débuté sous la supervision du président du conseil régional, M. Omar Ahmed Ouaes, du directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sebi, M. Mohamed Sougé, et du responsable du programme élargi de vaccination, Dr Farhan Ali Mohamed, qui ont procédé au lancement. L'actualité à présent hors de nos frontières. L'auteur présumé de l'attentat d'Istanbul a été interpellé. L'auteur présumé de l'attentat du Nouvel An a été interpellé à Istanbul. 4 autres personnes ont également été arrêtées durant cette même opération. Ce dernier a été retrouvé hier soir avec son fils de 4 ans dans le quartier d'Esenmurt. Ce ressortissant ouzbek aurait quitté la ville turc de Konya en décembre dernier pour rejoindre la capitale culturelle du pays. Une douzaine de personnes avaient auparavant été interpellées. Tous sont soupçonnés d'être impliqués dans l'attaque d'une discothèque qui a fait 39 morts lors du réveillon de fin d'année. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique pour se venger de l'intervention militaire d'Ankara en Syrie. À l'étranger toujours, après les critiques de Donald Trump, Merkel appelle à l'unité. Les propos de Donald Trump dans la presse dimanche n'ont pas manqué de faire réagir les dirigeants européens. Le président élu des États-Unis prédit que le Brexit serait un succès, que d'autres pays quitteraient l'Union européenne et il veut conclure très rapidement un accord commercial avec le Royaume-Uni. Je pense que c'est une très bonne nouvelle que les États-Unis veuillent faire un bon accord de libre-échange avec nous et veuillent le faire très rapidement et c'est bien de l'entendre du président élu Donald Trump. Il faut que ça soit un accord dans l'intérêt des deux parties, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça le sera, déclaré Boris Johnson, le chef de la diplomatie britannique. À part le Britannique Boris Johnson, qui s'est démarqué par son enthousiasme, nombre de leaders européens appellent à afficher un front uni. C'est le cas de la chancelière allemande Angela Merkel. Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, a quant à elle averti le Royaume-Uni qu'il n'était pas question qu'il négocie un accord commercial avec les États-Unis avant sa sortie de l'Union européenne ne soit effective. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Restez avec nous. Place maintenant au focus. Allez, bonjour. Bonjour Asma. Alors, on va parler des 8 hommes les plus riches du monde. Oui, bonjour à tous. Nous allons parler dans ce focus de ces 8 hommes qui possèdent autant que la moitié de l'humanité, Asma. Les 8 hommes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié de la population mondiale, selon une étude de l'organisation non gouvernementale britannique Oxfam. Les inégalités sociales ont fortement augmenté ces 12 derniers mois. Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Slim élu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison et Michael Bloomberg détenaient l'année dernière 426 milliards de dollars. C'est qu'indiquait Oxfam lundi en marge du forum économique de Davos. De l'autre côté, 3,6 milliards de personnes se partagent 409 milliards de dollars. Toujours plus de disparités donc. Il y a un an, c'était les 62 personnes les plus riches au monde qui possédaient autant que la moitié de la population mondiale. Les nouvelles données montrent donc, Asma, que les disparités augmentent toujours plus, en particulier à cause de l'évolution de la Chine et de l'Inde. Les plus riches et les grandes multinationales se construisent des avantages au détriment de l'intérêt général. C'est ce qu'a dénoncé Oxfam. Ils utilisent des méthodes agressives donc pour se soustraire à l'impôt ou utilisent les techniques des paradis fiscaux pour rechercher les taux d'imposition les plus bas.
les 10 plus grands groupes internationaux ont généré l'année passée plus de revenus que les 180 États ensemble. Oxfam critique aussi la tendance des entreprises à maximiser les bénéfices des actionnaires. En 1970, en Grande-Bretagne, 10% des gains étaient réservés aux actionnaires, alors qu'aujourd'hui, le chiffre est de 70%. Ce fossé grandissant met à mal la cohésion sociale donc dans le monde, empêche la lutte contre la pauvreté ou encore mine la démocratie. C'est ce qu'a estimé cette étude d'Oxfam Asma. Merci Chukri pour cette information. Merci à vous qui nous suivez. Moi je vous retrouve demain à la même heure, à la même place. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.